la parole. Merci, Dominique. Alors, bonjour à tous, ou bonsoir à tous, plutôt, selon l'endroit où vous vous situez dans la planète. Et puis, pour les gens qui le voient en replay, bonjour, bonsoir aussi à chacun d'entre vous. Donc, il me fait plaisir de vous présenter cette conférence, Développer vos super pouvoirs, devenir créateur de votre vie. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, moi, qu'est-ce qui me permet de vous parler des super pouvoirs? C'est que ça fait quand même plus de 30 ans que je fais des lectures intuitives à des gens. Souvent, on a attribué ça à des pouvoirs particuliers. On a souvent pensé que les gens qui étaient capables de, par exemple, parler avec les morts, voir dans les champs d'énergie, etc., prédire l'avenir, bon, c'est tous des termes qui ont souvent été associés à des gens qui avaient des pouvoirs particuliers. Ce n'est pas tout le monde qui sont en mesure de faire cela. C'est ça la croyance populaire. On a toujours cette idée que les gens qui sont capables de faire des choses comme ça ont des talents particuliers, ont des dons, des choses comme ça. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je me disais que ce serait intéressant, évidemment, de vous le présenter dans un contexte où justement ces pouvoirs psychiques-là, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont vraiment des pouvoirs dans le sens égoïque du terme ou est-ce que ce sont simplement des talents que nous avons tous en l'intérieur de nous-mêmes et que nous avons oublié de reconnaître et d'accueillir? À l'ère où justement, actuellement, on commence à parler de plus en plus du transhumanisme, hein, c'est-à-dire cette volonté que l'être humain a, technologiquement parlant, de pouvoir justement créer des surhommes et des surfemmes, où on commence à reconnaître qu'il est possible de changer de sexe parce que justement, bon, c'est juste une petite opération qui vous permet de faire le changement, puis ça devient comme naturel. On commence à se rendre compte effectivement que la relation avec la vie, avec le grand V, on est en train de la perdre. Et que finalement, la tendance humaine, quand je la regarde comme ça, moi, ça m'inquiète parce que je me dis finalement, l'humain est en train de se dire, ben voilà, on est rendu à une technologie suffisamment élevée pour pouvoir jouer dans la biologie humaine, jouer dans la génétique, jouer pour améliorer l'être humain, parce qu'on pourrait dire ceci, ben, le bon Dieu était super, mais maintenant, aujourd'hui, l'être humain est devenu tellement évolué qu'il peut maintenant améliorer l'être humain. Donc, le bon Dieu avait fait des erreurs et puis on va les réparer, on va les améliorer pour que l'être humain devienne justement une situation plus élevée. Et c'est pour cette raison-là que j'ai amené le nom super pouvoir parce que justement, quand on pense au transhumanisme, on pense justement à cette notion de super pouvoir que l'être humain pourrait développer par justement des technologies qui donnerait justement à l'être humain, simplement celui qui est en mesure de payer, évidemment, ces super pouvoirs-là. Et j'avais envie de nous rappeler en tant qu'humanité que les super pouvoirs, on en a plein dans notre intérieur, mais on ne les utilise pas. Et on va essayer d'explorer aussi pourquoi on ne les utilise pas, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est éloigné de cela. Mais c'est certain que cette capacité qu'on a de retrouver ces super pouvoirs-là, ce qui est clair pour moi, c'est que c'est une façon de nous reconnecter avec le vivant. C'est-à-dire que si je reprends contact avec le vivant qui est en moi, je reconnais quelque part que je suis un être spécial. Nous sommes tous des êtres spéciaux. Nous sommes tous en quelque part des petits miracles et que ces miracles-là, finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'utilise pas pleinement nos capacités? C'est peut-être parce que la société, hein, l'être humain, la communauté humaine, s'est toujours refusé de reconnaître finalement ces aptitudes-là. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, évidemment, que j'avais envie donc de vous présenter aujourd'hui la science, puisque la science, à quelque part, elle est en train d'amener des réponses sur ce qu'on appelle ces fameux pouvoirs, ces super pouvoirs, de comprendre effectivement que ces super pouvoirs-là, effectivement, la science commence à les reconnaître. Elle commence à faire valoir que l'être humain est en voie d'un développement, est en voie d'amélioration, parce que justement, on est capable, parce qu'on est capable de comprendre la réalité mieux, on est capable de donner une lumière différente à ce qu'on pourrait appeler ces super pouvoirs-là, puis constater qu'ils sont accessibles à chacun d'entre nous. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer d'explorer aujourd'hui avec vous tout au long de la conférence. Alors évidemment, c'est des questionnements, des interrogations. Vous pouvez évidemment en faire part pendant la conférence dans le chat et j'en tiendrai compte. J'espère que maintenant, vous m'entendez mieux. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais semble-t-il que ça allait bien tout à l'heure à ce sujet-là. Donc, pour commencer donc, cette fameuse conférence sur les pouvoirs, les super pouvoirs, la première chose qu'il faut sans doute comprendre de ça, c'est que
Les super-pouvoirs, évidemment, on pourrait se dire, ben pourquoi des super-pouvoirs, des pouvoirs, pourquoi on aurait envie d'avoir des pouvoirs. Et je pense que c'est important, quelque part, de se rappeler justement que ces super-pouvoirs-là ne sont pas strictement donc associés à l'ego pour moi. C'est vraiment associé justement à cette idée que plus je deviens humain, plus je deviens conscient de ma grandeur, plus je suis capable de me connecter avec la grandiose qui est autour de moi. Et c'est ça qu'on va découvrir avec la physique quantique, par exemple, qui a mis en évidence, à travers les développements qu'elle fait, hein, qu'on est un être fait de chair et d'os en tant qu'être humain, mais que cet être humain-là est en étroite relation avec un univers superlumineux, on peut l'appeler comme ceci, et que cet univers superlumineux fait que moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, je peux, sans m'en rendre compte, à quelque part, je suis en interrelation avec tous les êtres humains sur Terre, mais aussi avec la nature, avec la vie. On est tous reliés à quelque part. Et quand je dis on est tous reliés, on pourrait dire, ah, ben, c'est un terme, ça fait partie de l'ésotérisme que de dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, la physique quantique, elle amène des modèles, et puis elle fait des démonstrations scientifiques qui viennent véritablement confirmer cette réalité-là. Donc, oui, l'ésotérisme a pu dire des choses comme ça et on a pu en rire pendant un certain temps, ceux qui étaient sceptiques du moins. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce scepticisme-là, à quelque part, n'avait pas raison d'être. On est vraiment reliés les uns aux autres. Et qu'à partir du moment qu'on reconnaît cette réalité-là, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que mon cerveau, quelque part, ma conscience, ben, elle peut s'ouvrir à cette réalité-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, socialement parlant, l'être humain ne pouvait pas concevoir cela. C'est un peu comme une fake news. Je pense que c'est un terme qu'on connaît tous maintenant. Ce concept de fake news, c'est de dire, ben, finalement, on est tous reliés. Ah, c'est une fake news, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la science avance dans cette direction-là. Ça veut donc dire que psychiquement, on commence à reconnaître qu'il est possible de reconnaître cette réalité-là et de s'ouvrir à l'idée qu'on est tous reliés. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que nos pouvoirs, super-pouvoirs sont en train de se développer. C'est-à-dire que ma conception de la réalité est en train de changer. Commence à comprendre que ma conscience peut donc voyager en moi, c'est-à-dire que ma conscience n'est pas uniquement dans mon cerveau, ma conscience se localise dans toutes les cellules de mon corps et je peux donc voyager à l'intérieur de ce corps-là, tout comme je peux voyager dans le corps d'une autre personne, tout comme je peux voyager dans un arbre, je peux voyager vers une étoile. Il y a cette capacité donc de voyage. Ma conscience est capable de se déplacer. Et cette conscience qui peut se déplacer, ben, elle me permet justement de découvrir cette idée quelque part qu'on est tous reliés par une trame énergétique et ma conscience permet d'accéder à cette trame-là. C'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que cet univers super lumineux-là n'est pas observable avec nos yeux terrestres. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reconnu cette réalité-là. Mais maintenant qu'on est capable de comprendre que cet univers super lumineux n'est pas accessible avec nos yeux physiques, mais il est accessible par le fait que les particules vont plus vite que la lumière, on est capable d'y accéder. Mais on commence justement à se rendre compte progressivement qu'en fermant les yeux, quand je commence à faire des voyages à l'intérieur de moi-même ou quand je déplace ma conscience vers une autre personne, que ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de voyager dans cette trame et cela me permet de recevoir des images, des sensations et des mots qu'une personne peut émettre à son insu. Donc, vous voyez que ça fait partie un peu de ce concept de reconnaître justement que la physique quantique amène des explications qui nous permettent de constater que les super-pouvoirs sont finalement c'est simplement des habiletés que nous avons tous, mais on n'a pas eu d'enseignement pour nous amener à ça. Même qu'au contraire, hein, on a toujours rejeté les gens qui avaient des pouvoirs psychiques. Les voyants, les clairvoyants, les sorcières, il y en a beaucoup qui sont morts sur des bûchers, il y en a beaucoup qui ont été jugés, qui ont été critiqués. Moi-même, hein, ça fait comme on est dans une ère moderne, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la pratique, et j'ai eu des situations où on a essayé de me compromettre à faire des scandales autour de moi parce que justement, je faisais quelque chose qui faisait peur ou quelque chose qui pouvait amener des inquiétudes envers diverses ordres de profession et qui m'ont mis un peu dans l'eau chaude. Alors, tout ça pour faire comprendre justement que socialement parlant, on n'a pas été encouragé à développer ces pouvoirs-là, puisque ces pouvoirs-là, finalement, nous ramènent non pas à la dimension humaine qui est en nous, mais la dimension humaine avec le grand H. La dimension humaine avec le grand H, c'est cette capacité de reconnaître que je suis dans un univers qui est plus grand que moi et que cet univers qui est plus grand que moi me relie à quelque chose de plus sage, de plus intelligent que l'être humain que je suis et que l'humanité que nous sommes. Et c'est là que ça nous ramène au grand inconnu, hein, c'est-à-dire un peu comme si on reconnaissait qu'il y avait une forme d'énergie intelligente, de sagesse qui donne sens à notre existence et que c'est ça finalement que ça nous amène à découvrir. Donc, je pense que plus on va apprendre à découvrir, à accepter cette réalité-là, plus ça va devenir de plus en plus possible de pouvoir
développer ces habiletés-là, puisque ces habiletés-là font partie de l'humain que je suis, font partie de l'être humain que vous êtes. Donc, comment peut-on arriver à développer ces habiletés-là? Donc, la première chose dont j'avais envie de parler avec vous à ce sujet-là, c'est cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain de me relier à la terre et au ciel. Alors, pour ceux qui me connaissent, ont souvent entendu parler de la pratique de l'enracinement, qui est une pratique que je trouve importante. Et j'aimerais ça vous en parler différemment aujourd'hui pour la simple raison que quand on parle de super pouvoir, on ne parle pas de théorie. On ne parle pas de concept théorique. On parle d'expérimentation. Et la pratique d'enracinement, si on ramène ça à cette notion de super pouvoir, en est vraiment, véritablement une, dans le sens que quand mes deux pieds touchent le sol, à chaque jour de ma vie, je suis en interrelation avec un champ électromagnétique que l'on appelle le champ Schumann, que la planète Terre émet. Ce champ énergétique électromagnétique qui est émis par la planète Terre, je peux, par ma confiance, me relier à ce champ électromagnétique-là et faire en sorte qu'il soit mieux propagé dans mon corps, qu'il y ait une meilleure propagation de l'énergie électromagnétique de la Terre dans mon propre corps. Pourquoi c'est intéressant? Mais d'une part, cela me permet de recharger mes batteries. Moi, je suis assez convaincu que cette relation avec l'énergie tellurique, elle permet de favoriser justement une plus grande accumulation d'énergie au niveau de notre corps qui va faire que je vais être capable d'avoir plus d'énergie pour faire ma journée. Donc, je pense que ça devient intéressant de comprendre justement que déjà, tout simplement, on peut, avec notre conscience, simplement apprendre, en fermant les yeux, en se déposant, de se relier avec cette énergie de la Terre, qui se trouve dans la planète, et par la conscience, de prolonger notre conscience de nos pieds vers le sol et du sol, faire remonter cette énergie de la Terre vers nos pieds, et ensuite la faire remonter jusqu'à notre cœur, par exemple, ou jusqu'au sommet de la tête si on le souhaite. Alors, cette première façon de fonctionner nous apporte justement une capacité d'influencer notre santé. Alors, quand on dit un super pouvoir, bien, quand on est capable de dire je suis capable de favoriser un prolongement de ma vie par des techniques que je pratique comme celles que je viens de décrire, bien, déjà, je pense qu'on a en quelque part un super pouvoir qu'on est en train de développer. On va voir qu'il y en a d'autres super pouvoirs qui sont peut-être plus imposants que celui-là. Mais déjà, c'est quelque chose qui peut être intéressant de constater. Il n'y a pas si longtemps que ça, dire des choses comme ça, bon, on parle de l'enracinement, c'est un peu chamanique, c'est un peu ésotérique. Aujourd'hui, on sait que quand on se relie à la planète Terre, nos deux pieds vont se libérer, vont libérer d'une part de l'acidité, parce que justement, la planète Terre est pleine d'ions négatifs et elle va attirer toutes les charges positives qui sont dans notre corps. Les charges positives, ce sont des protons. Les protons, c'est l'acidité. Et quand on est plein d'acidité dans notre corps, l'énergie ne circule pas bien parce qu'à quelque part, on n'est pas conducteur comme on le devrait. Donc, quand on libère cette acidité dans le sol, ben, on permet aux ions négatifs de se rétablir dans notre corps, ce qui va faire que notre sang va devenir plus liquide. Et s'il devient plus liquide, notre corps, dans l'ensemble, aussi devient plus conducteur. Et en étant plus conducteur, ben, je suis dans une position où je suis capable d'accueillir la vitalité, l'énergie vitale qui circule en moi avec beaucoup plus de force et de puissance. Donc, vous voyez que cette première façon donc, d'aborder sur notre pouvoir, c'est un premier super pouvoir, c'est qu'on peut éliminer l'acidité et on peut bénéficier de cette recharge d'énergie. Et ceux qui ont pratiqué la pratique d'enracinement régulièrement savent justement, elles l'ont expérimenté, que la pratique d'enracinement va apporter une vitalité supérieure tout en nous permettant d'être plus conscients des besoins qui sont en nous. Donc, ça peut être très intéressant de l'expérimenter. L'autre mouvement qui est important dans la pratique d'enracinement, c'est cette fameuse connexion avec l'énergie du ciel. Cette énergie du ciel, bien évidemment, encore une fois, on aurait pu dire, ouais, je me mets en relation avec les planètes, les étoiles, le cosmos, c'est un peu ridicule, etc. Mais encore une fois, on est maintenant convaincu que le Soleil émet des photons, des particules de lumière, et que cette lumière-là, les cellules de notre corps vont absorber cette lumière-là et la réémettre. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique que je suis en train de vous dire. C'est vraiment une démonstration scientifique qui a été faite, même un appareil qui a été construit pour mesurer cette lumière qui anime notre corps. Donc, quand on dit qu'on est des corps de lumière, mais à quelque part, les anciens, les traditions anciennes n'avaient pas tort. On est vraiment fait de lumière et que les cellules de notre corps, finalement, vivent grâce à cet échange biolumineux qui existe entre les cellules et le Soleil, les planètes
les étoiles, l'infiniment grand. Donc, encore une fois, cette capacité que j'ai de me relier à cette énergie du ciel me permet effectivement de me sentir davantage en connexion avec l'univers. Donc, je suis moins connecté avec mon corps, mais je suis capable de me connecter aussi avec l'ensemble du vaste, encore une fois. Et ça aussi, c'est un super pouvoir que l'on a en tant qu'être humain, de se rendre compte que oui, on peut avoir les deux pieds sur terre, bien enracinés, pour justement bénéficier de l'énergie vitale qui nous est nécessaire. Et on peut également, à partir de là, dans cette position d'enracinement, faire en sorte que notre conscience puisse se déployer dans un voyage dans mon être intérieur, dans le voyage que je pourrais faire avec une personne, mais également des voyages beaucoup plus vastes qu'on va explorer tout au long de la conférence. Donc, cette idée de cet enracinement, en quoi c'est utile également, ça me permet aussi de développer ce qu'on appelle la négantropie. La négantropie, c'est en médecine quantique, en physique quantique, on a reconnu justement qu'un être humain qui est en santé optimale va avoir une énergie qui circule sans aucun obstacle dans son corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement de circulation des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à ses pieds et que la circulation énergétique ne rencontre aucune résistance. Quand on rencontre aucune résistance, on est dans un potentiel santé optimal. C'est-à-dire que le corps ne vieillit pas aussi rapidement que quelqu'un qui aurait plein de perturbations énergétiques dans son corps. Plein de perturbations énergétiques signifierait qu'il serait animé par de l'entropie. L'entropie, c'est lorsque l'énergie ne circule pas librement dans notre corps. Donc, vous comprenez ici que cette pratique d'enracinement contribue à favoriser l'anégantropie, donc favorise le non-vieillissement de votre corps. Donc, cette pratique-là vous donne le super pouvoir de vous donner cette opportunité-là, de vous dire, ben voilà, je peux m'assurer que je vais vieillir le plus en santé possible, puisque mon corps va moins rapidement vieillir que si je ne pratiquais pas cette pratique-là. Alors, je pense que déjà, vous comprenez ici que c'est une pratique toute simple, mais une pratique finalement que si on apprend à expérimenter, et non pas de rester dans la notion de théorie, mais dans l'expérimentation, cela nous donne vraiment une chance de pouvoir expérimenter certains talents, certaines habiletés qu'on ne pense pas avoir. Et souvent, quand on a un problème de santé, de vitalité, on va aller voir des spécialistes. Et on a raison en partie. Ces spécialistes vont avoir une vision qui vont leur donner des capacités à nous aider. Mais nous, en tant qu'être humain, aujourd'hui, avec le développement de la science, que je vais un petit peu élaborer tout à l'heure, on comprend que la conscience a vraiment un impact sur la santé et qu'on ne peut pas simplement croire simplement que la médecine a toutes les solutions ou que d'autres voies professionnelles ont toutes les solutions. On doit comprendre évidemment que nous, en tant qu'être humain, on a une capacité de participer à notre potentiel santé et c'est vraiment important de comprendre que ce super pouvoir-là, nous l'avons tous. Il suffit simplement de le pratiquer, tout simplement. Donc ça, c'était pour le premier volet de ce que j'avais envie de vous présenter en termes de super pouvoir. Évidemment, c'est des questions, des interrogations, vous me faites signe et je vous prendrai le temps de répondre à vos questions. Le deuxième super pouvoir que j'avais envie d'explorer, qui, encore là, des super pouvoirs qui sont accessibles à chacun d'entre nous, qui sont facilement accessibles à chacun d'entre nous, c'est la guérison. Cette capacité que l'on a de se guérir soi-même et de guérir d'autres personnes. Alors, je viens de vous parler donc de l'enracinement. L'enracinement, finalement, c'est cette capacité que j'ai de me connecter avec l'énergie de la Terre et me connecter avec l'énergie du ciel. Et que dans cette connexion-là, ben, je vais développer au niveau de mon cœur un sentiment qu'il y a une forme de lumière qui va être présente dans cet espace-là. Dans mon cœur, pourquoi dans mon cœur? Ben, dans la tradition ésotérique, le cœur, finalement, c'est le point de jonction entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Ce point de jonction, on le reconnaît comme étant le chakra de l'amour. Le chakra de l'amour, finalement, on peut concevoir que c'est une énergie unifiante, c'est l'amour. Quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de la prendre dans mes bras, cette personne-là, et j'ai envie de lui dire que je l'aime. Supposons que cette énergie-là d'amour, je la transpose et je la déplace vers mon corps, vers des régions qui sont en manque d'amour, qui sont dans des états de perturbation. On pourrait facilement concevoir que cette capacité que j'ai d'aimer une région de mon corps, mais je pourrais effectivement lui donner la chance de retrouver une forme d'homéostasie en pratiquant tout simplement l'idée que de mon cœur, je puisse diriger cette énergie-là d'amour vers mon genou, par exemple, ou je pourrais utiliser mes mains pour les mettre sur mon genou et transposer cette énergie de mon cœur dans mes mains pour ensuite la diriger vers mon genou. On peut très bien le concevoir aussi que si je dirigeais cette énergie-là d'amour vers un partenaire,
ben, je pourrais constater que cette énergie d'amour pourrait avoir tendance à le réunifier, cette personne-là. Alors, c'est important de comprendre ici que ce dont je vous parle, c'est quelque chose de très, très simple. Je ne vais pas parler de choses complexes, je ne vais pas parler d'initiation particulière ou quoi que ce soit. Je vous parle simplement que chacun d'entre nous, par une pratique d'enracinement, on est capable par la suite de déplacer cette énergie-là de lumière qu'on a dans notre cœur pour ensuite la déplacer vers nos mains et la diriger vers nous-mêmes ou vers un partenaire. Et que si je fais ça, je suis en train de contribuer à favoriser l'homéostasie de mon corps ou du corps de mon partenaire. Il y a une médecin qui a fait des recherches sur différents types de guérisons, différents types de guérisseurs qui soignaient différents types de maladies. Et globalement, la conclusion à laquelle elle arrivait, c'est qu'elle constatait que le soin énergétique avait la capacité de favoriser l'homéostasie dans toutes les problématiques, quelles qu'elles soient. Donc, il n'y avait pas une question de maladie, c'était plus une question de redonner au corps les fonctions biologiques nécessaires pour qu'il soit en santé. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant de comprendre que c'est des outils, des moyens, quelque part, qui peuvent correspondre au super pouvoir, parce que souvent, les guérisseurs ont été identifiés comme des gens particuliers, des gens qui ont des talents particuliers, encore une fois. Et ce que je vous fais comprendre, c'est qu'on a tous ces talents-là, et qu'évidemment, si on pratique l'enracinement régulièrement, ben, on se donne l'opportunité, effectivement, de contribuer à avoir une meilleure conductibilité dans notre corps, d'emmagasiner plus de lumière à l'intérieur de soi et de cette façon-là, évidemment, d'être plus capable de pouvoir se soigner ou de soigner notre entourage. Donc ça, c'était pour le deuxième super pouvoir dont j'avais envie de vous parler, qui était donc la notion de se guérir ou de guérir un partenaire. Ensuite, l'autre aspect dont j'avais envie de vous parler, c'est les neurosciences qui ont amené énormément de développement depuis quelques années. Et une des choses dont j'avais envie de parler, c'est cette notion d'être présent à soi, dans l'instant présent. On parle beaucoup de vivre dans l'instant présent, plutôt que de vivre dans le passé ou de vivre dans le futur. Et cette position d'instant présent est intéressante en guérison, puis dans le développement de la conscience humaine, puisqu'elle met en évidence que quand je suis présent à moi, dans mon présent, je suis dans une position de témoin. Quand je suis dans mon présent, je suis à quelque part pas en train de réfléchir à ce que j'ai fait ou à réfléchir à ce que je vais faire. Je suis dans un mode où je suis témoin de ce que je suis en train de vivre et d'expérimenter. Et dans cette position-là, je suis comme réceptif et bienveillant envers la vie parce que j'ai l'accueil de la vie comme elle se manifeste à moi. J'ai à quelque part une forme de compassion envers la vie à travers cela. Donc, les recherches des neurosciences, qu'est-ce qu'elles ont mis en évidence par rapport à ça? C'est qu'elles ont mis en évidence que le cœur et le cerveau avaient des ramifications. Et ces ramifications-là, finalement, permettaient de comprendre qu'on a longtemps pensé que le cerveau était dans la tête. Et là, on a découvert à ce moment-là qu'il y avait une forme de conscience cérébrale, on va l'appeler comme ça, au niveau du cœur. C'est là qu'on a amené à cette notion d'intelligence émotionnelle. Et cette notion-là est importante à comprendre par rapport à nos super-pouvoirs. Parce que l'intelligence émotionnelle n'a pas été valorisée jusqu'à maintenant socialement. On n'a jamais trop valorisé l'idée qu'on avait à être sensible aux autres. Et on a plutôt tendance à penser que les êtres humains ont le droit, quelque part de prendre leur place, puis s'il faut qu'ils tassent certaines personnes à côté d'eux, ben, ils vont le faire. Puis c'était quelque chose qui était acceptable, qui était toléré. On avait des patrons qui étaient sévères, etc. Et avec le temps, on a constaté que ce type de façon de faire est de moins en moins adéquate et de moins en moins acceptable aussi. L'évolution change, l'être humain évolue et on prend conscience qu'on a de plus en plus le désir d'avoir des êtres sensibles. C'est-à-dire un patron peut donc reconnaître par sa sensibilité que d'autres êtres humains autour de lui ont des talents, des habiletés, puis il va les encourager, puis il va les reconnaître, puis il va leur donner l'opportunité d'exister à travers ces talents-là. Donc, c'est là, quelque part, qu'on a développé ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est un autre super pouvoir, je dirais, puisqu'il nous permet, justement, par une simple respiration, par une technique respiratoire, de favoriser cette cohérence cardiaque-là, c'est-à-dire que mon cœur va être en harmonie avec mon cerveau et mon cerveau va être en harmonie avec mon cœur. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que quand je rentre dans une salle, dans une pièce, mon cœur est souple et détendu. Et quand je suis détendu, ça veut donc dire que je ne suis pas en conflit. Ma tête n'est pas en train de vouloir contrôler mon cœur et mon cœur n'est pas en train de vouloir contrôler ma tête. Je suis dans une position de détente. J'arrive dans un espace et je suis dans le présent et je ne suis pas en train de prendre mon passé pour essayer de transposer ce que je vois dans ma vie. Par exemple, j'arrive dans une pièce, j'ai très peur des êtres humains parce qu'on m'a toujours fait du mal. J'entre dans une pièce, là, je suis convaincu que tous les êtres humains qui sont là vont me faire du mal. Alors ça, c'est parce que je suis connecté avec mon passé. Je ne suis pas en connexion avec mon présent.
Donc, vous comprenez que la cohérence cardiaque, c'est très intéressant à développer parce qu'encore là, ça permet à notre cœur d'être dans un moment de détente qui fait que notre expérience de la vie se fait plus harmonieusement, plus naturellement. On est plus dans une position d'acceptation et d'ouverture envers ce qui se passe, ce qui nous rend plus intuitifs, ce qui nous rend plus connectés avec le bonheur, le sentiment de joie, le sentiment de collaboration et de partage. Alors, tout ça a amené, évidemment, des gens qui ont fait beaucoup de recherches sur la cohérence cardiaque à exprimer, évidemment, que l'être humain du futur, c'est un être humain qui va, évidemment, développer ces compétences-là de façon de plus en plus importante. Il y a d'autres neuroscientifiques qui ont mis en évidence que la méditation permet de développer le néofrontal, qui favorise aussi la bienveillance, la compassion, la collaboration, le bonheur, la joie, l'intuition, etc. Donc, on comprend ici qu'on est en train de développer, de comprendre qu'un être humain est en train d'émerger actuellement sur Terre, et cet être humain-là est un être humain qui va être capable de développer cette intelligence émotionnelle pour devenir plus intuitif et plus capable de s'ouvrir au bonheur. Alors, comment peut-on arriver à faire cela? Bien, la cohérence cardiaque, elle nous propose des exercices très simples. Moi, je vous donne un exemple de cohérence cardiaque que moi, j'aime bien pratiquer parce que c'est un rythme qui me convient bien. C'est d'inspirer 3 secondes et d'expirer 6 secondes. Et on fait ça autant de fois qu'on le désire lors d'une journée. On ne va pas faire ça 24 heures de temps, bien sûr, mais cela nous permet, pendant 5 minutes souvent, par petite fréquence de 5 minutes, de permettre de rétablir le débit cardiaque et de favoriser cette fameuse cohérence cardiaque qui nous rend plus réceptifs au présent et plus détendus envers la vie, plus connectés avec soi en fin de compte. Et c'est quelque chose qui va être favorable puisqu'on l'a vu que la cohérence cardiaque va être ensuite une belle étape pour ensuite se lancer dans une méditation si on le souhaite ou se lancer même dans une pratique d'enracinement où on peut le faire avant ou après, mais c'est une belle complémentarité qui se fait. Et évidemment, la cohérence cardiaque, elle découle du pranayama, hein, encore là des traditions yogiques qui disaient, eux, à l'époque, ils le disent toujours d'ailleurs, que le pranayama permettait le bonheur. Puis moi je me rappelle, je me disais, mais c'est drôle qu'on puisse donner des informations comme ça, qu'on dise que par la respiration, on peut s'atteindre le bonheur. Je ne comprenais pas très bien à l'époque et je m'en confesse. Aujourd'hui, on arrive à bien comprendre pourquoi, parce que la respiration permet justement cette fameuse connexion entre le cœur et le cerveau qui va faire que notre cœur va être plus détendu, plus heureux, on va être plus dégagé, on va être plus dans une position de témoin. Donc, vous voyez que ça, c'est un autre pouvoir que vous avez entre vos mains, hein, de pratiquer la cohérence cardiaque qui va vous donner l'opportunité d'être plus connecté avec vous-même. L'autre pouvoir dont j'avais envie des super pouvoirs dont j'avais envie de parler, c'est le pouvoir d'intention. Dans la pratique que moi je propose, la pratique, c'est la pleine conscience intuitive. Je vais peut-être, attendez, avant de vous parler du pouvoir d'intention, je vais vous parler du langage intuitif. Je vais vous parler de l'intuition pour commencer, ça serait peut-être plus simple. Donc, moi, j'ai développé une approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Elle s'appelait l'écoute imaginaire avant. Et pourquoi par les imaginaires dans le processus intuitif? C'est que moi, je suis convaincu que l'imaginaire, c'est le véhicule. Ma conscience a besoin d'un véhicule. Le véhicule pour me déplacer de mon cerveau vers mon genou, c'est mon imaginaire qui va me permettre de déplacer ma conscience vers mon genou. Tout comme si je veux aller visiter le genou d'un partenaire qui est devant moi, ben, c'est ma conscience qui va pouvoir se déplacer. Puis pour qu'elle puisse se déplacer, je vais utiliser mon imaginaire qui est un véhicule me permettant d'accéder à cette personne-là. Donc, et pourquoi on parle de langage intuitif? C'est un super pouvoir, le langage intuitif, parce qu'évidemment, c'est cette capacité qu'on a de lire dans les gens. On est souvent impressionné par cette capacité qu'on a de lire dans les gens. Se lire soi-même, bon, c'est intéressant, c'est sûr que c'est fascinant même, je dirais, mais on est souvent plus impressionné par l'idée d'être un clairvoyant, un médium, un channeling, vous voyez, un spiritiste qui fait du spiritisme, bon, toutes sortes de choses comme ça qui vont on va souvent attribuer à quelque part ce super pouvoir-là comme quelque chose de vraiment fascinant et qu'on voudrait développer nous-mêmes. On voudrait le développer, mais on veut pas d'efforts, par contre. Vous comprenez, ça, c'est la nuance que je j'émettrais. Moi, je sais que ça fait quand même plus de 30 ans que je fais des pratiques intuitives, mais ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. Et j'ai pu constater combien la majorité d'entre nous, finalement, ils veulent bien quelque part développer leur intuition, mais pour oui, c'est sympa, ils veulent la développer, mais s'ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas quelque part reconnaître finalement que le langage intuitif, comment il peut se développer? Il peut se développer dans la mesure que je reconnais que dans mon corps, je suis plein de filtres, plein de façons de regarder la réalité qui ne sont pas nécessairement justes.
Et c'est là, quelque part, que la démarche intuitive, que tantôt, je vous parlais de l'enracinement. L'enracinement et la conscience cardiaque, d'ailleurs, nous permettent de développer une position d'alignement, c'est-à-dire une position de témoin. Et dans cette position de témoin, je suis capable de regarder mon corps, de regarder mon être, de regarder ce qui anime mon être et de comprendre que dans mon être, il y a comme un ensemble d'informations qui circulent en moi, qui se manifestent souvent par le biais des sens, visuels, auditifs ou sensitifs, donc par des images, par des mots, par des voix que j'entends ou par des sensations, que je vais apprendre à reconnaître comme des messagers. Et quand je reconnais que ce sont des messagers, ça veut donc dire quelque part qu'ils ont des messages. Et si je prends le temps de communiquer avec les messagers, ben, ils vont me donner de l'information. Et c'est là que je vais découvrir que dans cette capacité que j'ai de communiquer avec moi, avec les cellules de mon corps, je constate que les cellules de mon corps ont donc une information intuitive, une information intelligente à me transmettre qui vont m'informer de comment je fonctionne et comment je suis. Vous allez me dire, oui, mais Sylvain, c'est toi qui es toi. Donc, tu n'as pas besoin de ton corps pour te dire comment tu fonctionnes, mais vous savez comme moi que j'ai beau savoir, moi, comment je suis, il y a plein d'informations dans mon corps dont je ne suis pas accessible, dont je n'ai pas accès. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, souvent en psychologie moderne, hein? C'est cette incapacité que j'ai de reconnaître finalement l'ensemble de tout ce qui se passe en moi. Et que la pleine conscience intuitive a pour objectif justement de me permettre de voyager en moi pour accéder justement à cet ensemble d'informations qui ne sont pas accessibles autrement et qui vont me donner l'opportunité de commencer à comprendre qu'il y a un langage qui existe dans mon corps et que ce langage-là, c'est un langage intuitif que je ne sais pas parler au départ. Hein. Je ne sais pas comment communiquer avec les cellules de mon corps au début. C'est un peu comme un apprentissage d'une nouvelle langue. Et cette nouvelle langue-là va me permettre de me sentir de plus en plus habile, être capable de communiquer librement et naturellement avec mon propre corps. Si je le fais sur un partenaire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais déplacer ma conscience vers un partenaire et en me connectant avec lui, je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont venir à moi comme des messagers et que je vais m'adresser à ces perceptions-là pour pouvoir communiquer avec ces perceptions-là pour finalement constater que quand je communique, il y a donc une forme d'échange qui s'effectue, qui va me permettre de mieux comprendre mon partenaire parce que les informations qui vont m'être retransmises par ce dialogue-là que je vais avoir avec les cellules de cette personne-là vont me donner l'opportunité ensuite de lui donner de l'information qui va souvent élargir son point de vue. Élargir son point de vue parce que lui, il est dans sa tête. Et cette autre personne-là vit dans sa tête. Vit avec sa capacité de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et que quand on fait un travail intuitif, on comprend évidemment que le cerveau n'est pas là seulement. Il est dans l'ensemble du champ énergétique, dans l'ensemble des cellules de mon corps. C'est ça qui est le réel cerveau, pourrait-on dire. Et que quand on commence justement à se rendre conscient de ce cerveau à quelque part qui est l'ensemble de mon corps, ben, je suis capable d'accéder à une compréhension de mon partenaire qui est beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus intelligente, entre guillemets, que simplement si je m'adresse à son cerveau, tout simplement. Donc, vous voyez que l'idée de ça, c'est un autre super pouvoir qu'on a tous l'habileté, encore une fois, à développer. Il suffit simplement d'accepter l'idée que mon cerveau, ma tête, n'est pas le chef à bord, finalement. Il n'est qu'un collaborateur parmi tant d'autres et que j'apprends simplement à voyager dans mon corps pour apprendre effectivement à découvrir que les autres collaborateurs, les autres cellules de mon corps, les autres organes de mon corps ont des choses à me dire et que je dois chercher simplement à trouver une façon de collaborer avec l'ensemble de qui je suis pour mieux m'accompagner, mieux me comprendre, mieux me cerner et favoriser donc un sentiment de plus grand plaisir de vivre en faisant ce type de travail-là. Tout comme quand je le fais sur un partenaire, c'est un peu la même chose. Et je pourrais aussi le faire sur un arbre, je pourrais le faire sur des aliments, je pourrais le faire sur une maison, comprendre l'équilibre d'une maison. Vous voyez, il y a plein d'applications. C'est reconnaître le vivant. À partir du moment que je reconnais que le vivant est là, c'est-à-dire je peux me relier au vivant et que toute forme de vie, je peux communiquer avec elle, des animaux, etc., bien sûr. Tout ça est un processus qui va me permettre donc de développer une habileté à comprendre de plus en plus clairement ce qu'est le langage intuitif. Une des façons que moi j'ai souhaité développer ce langage intuitif-là, c'est avec ce livre-là que je vous présente au passage, Découvrir votre spirale évolutive, qui est un livre finalement qui est assez volumineux, qui a plus de 700 pages et qui a pour objectif donc justement de présenter une grille de lecture qui a pour objectif donc de favoriser ce langage intuitif-là, de vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on perçoit dans mon champ énergétique, qu'est-ce qu'on perçoit dans le champ énergétique d'une personne et de quelle façon qu'on peut arriver à mieux cerner ça, puis de quelle façon on peut arriver à mieux comprendre ce que l'on perçoit. C'était un peu l'objectif qui avait été fait, que j'ai eu avec cet ouvrage-là. Donc ça, c'était concernant un autre super pouvoir qui est donc le langage intuitif et qui donc
qu'on va peut-être revenir à la toute fin là, pour vous donner un petit peu comme un exemple plus pratique concernant cela. Vous avez ensuite le pouvoir de l'intention, que j'appelle également déprogrammation, puisque dans la pleine conscience intuitive, il y a la lecture intuitive, donc cette capacité que j'ai de découvrir le langage intuitif, mais j'ai également ce pouvoir de l'intention qui va me permettre de déprogrammer ce qui est limitatif en moi. Alors, ce qui est limitatif en moi, ça peut se manifester de diverses façons. Je pourrais constater que j'ai un organe, le foie, par exemple, qui est engorgé. Je pourrais donc chercher à déprogrammer l'organe en question pour justement le dégager dans l'immédiat. À l'immédiat, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je ne suis pas en train de dire que demain, je vais pouvoir faire quelque chose. Je suis en train de dire, je le fais dans l'immédiat. Et cette immédiateté-là est intéressante parce qu'elle me permet justement de pouvoir comprendre que dans le monde subtil, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il y a qu'un ensemble d'informations qui sont là et que quand moi je prends un certain regard sur l'information, je comprends que mon présent est une conséquence de mon passé et que mon futur est un potentiel qui va résulter de ce passé-là qui a une influence sur mon présent. Donc, plus j'apprends à déprogrammer cette perception-là que j'ai de moi-même dans mon présent, plus j'apprends à libérer mon présent de mon passé et plus en le libérant de mon passé, ce présent-là devient beaucoup plus ouvert. Hein? C'est comme si je me rendais compte que j'avais plein d'options, plein de possibilités. Parce que plus je suis libéré de mon passé, plus mon futur devient large. Parce que je ne suis plus prisonnier de mon passé. Si je suis convaincu d'être une victime depuis que j'ai 5 ans et que mon futur, ben, je ne peux pas concevoir qu'il soit différent que cela. C'est-à-dire que si j'étais une victime jusqu'à maintenant, ben, mon futur sera le futur d'une victime. Si j'apprends à me libérer de mon passé, puis à me libérer de ce rôle de victime qui est en moi, ben, j'ouvre la porte à une nouvelle vision de mon futur qui va me faire comprendre que je pourrais être autre chose, que je pourrais vivre autre chose. Donc, c'est important de bien comprendre ici que quand on commence justement à comprendre la déprogrammation, c'est qu'on commence à comprendre qu'il y a un pouvoir d'intention qui a une capacité de changer dans l'instant présent des choses dans notre conscience. Encore là, ça, c'est un super pouvoir. Il y a des recherches qui ont démontré, que je vais vous en énumérer quelques-unes pour simplement vous ouvrir un peu à l'idée qu'il y a des recherches qui nous prouvent à quelque part ce dont j'avance. La première, finalement, c'est que il y a des recherches qui ont démontré qu'on pouvait influencer les télomères au niveau de la cellule, au niveau de l'ADN. Les télomères, c'est des petites brindilles, quelque part, qui indiquent le degré de la capacité à vivre, en fait. Plus la brindille elle est longue, plus elle nous indique justement que l'être humain va vivre longtemps. Plus les brindilles sont courtes, plus elles nous indiquent que l'être humain ne va pas vivre longtemps. Alors, et ce qui est intéressant de découvrir là-dedans, c'est que il y a des recherches qui ont été faites où des gens ont changé leur alimentation et ils ont développé, ils ont fait du sport, ils ont développé une bonne hygiène de vie, quoi. Et ils ont également utilisé la conscience pour influencer les télomères avec le pouvoir de l'intention par des exercices de méditation, etc., etc. Et ils ont pu constater en l'état de quelques mois, ils ont pu constater que les télomères avaient effectivement été prolongés grâce à ces changements-là. Donc, évidemment, ça nous amène à vous parler de l'épigénétique, hein, puisque l'épigénétique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle dit que finalement, les gènes peuvent être changés, on peut modifier notre code génétique, non pas parce qu'avant, on pensait que c'était figé, le code génétique. Et là, on se rend compte qu'on peut le modifier. Et de quelle façon? Ben, entre autres, par justement cette façon qu'on a de regarder la vie différemment. C'est-à-dire que si mon entourage, moi, quelque part, m'impose quelque chose et que je suis convaincu que ce qu'on m'impose est juste, par exemple, ben, mon code génétique, à quelque part, va donc réagir dans une forme comment dire, d'obligation. OK, c'est ça qu'il faut faire, donc on le fait. Puis il va finalement développer une forme de soumission par rapport à ça. Puis il va développer quelque part des croyances qui sont autour aussi de ce qui lui est imposé. Alors que si je commence à me rendre compte à quelque part que mes croyances sont fausses, que je peux à quelque part envisager ma vie autrement que ce que la société m'a imposé, par exemple, ben, je suis en train de faire des modifications dans mes gènes qui vont faire que je vais réorganiser ma structure, ma façon de voir la vie, et cela va me permettre justement de pouvoir donc favoriser une situation de plus grand équilibre en moi, de plus grande vie. Il y a d'autres recherches qui ont démontré également que par la simple bienveillance, je pouvais être assis ici, et faire un exercice de bienveillance
où je pense à une plante qui est à l'autre bout du monde et je pense d'une façon bienveillante à cette plante-là. Et il y avait un autre groupe témoin qui avait un exercice à faire dans lequel ils avaient simplement pensé à des choses et d'autres sans aucune intention de quoi que ce soit. Et il y avait donc deux plantes là-bas. Il y avait une plante qui bénéficiait de l'intention guérisseuse et il y avait une autre plante qui ne bénéficiait de rien puisque les gens n'avaient pas rien à faire de spécial envers cette plante-là. Ils ont observé que la plante qui bénéficiait d'intentions amoureuses, d'intentions de compassion, etc., de bienveillance, avait une croissance nettement plus élevée, de plusieurs fois plus élevée que la plante qui n'a pas bénéficié justement d'actions bienfaitrices. Alors, vous comprenez qu'ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je voyage dans mon être et que je manifeste une forme de bienveillance, que je manifeste ce que moi j'appelle la déprogrammation, qui est donc de répondre aux besoins du corps. Et le corps, finalement, peut avoir des demandes. Et je vous ai dit tantôt que le corps est animé par un langage intuitif. Donc, ce langage intuitif me permet de discuter avec lui. Il me permet de comprendre qu'il y a des croyances limitatives qui peuvent être en moi et ces croyances limitatives peuvent m'être nuisibles. Donc, si j'apprends, moi, à communiquer avec ces éléments, ces croyances limitatives-là, et à leur donner tout ce dont elles ont besoin pour ne plus être dans leurs croyances limitatives, je suis en train de les libérer d'une programmation. Et si je les libère d'une programmation, ben, je vais constater, grâce à ma capacité d'être en relation avec le langage intuitif, je vais constater qu'il y a des transformations qui vont se faire, qui vont me permettre justement de me rendre compte que plus l'énergie se transforme en moi, plus elle me met en contact avec une expression de plus en plus équilibrée, de plus en plus évolutive pour moi. Je vais commencer à découvrir finalement qui je suis réellement. Qui je suis réellement. Ça, c'est important de comprendre qui je suis réellement. C'est-à-dire qu'au lieu de m'identifier à ce que l'on m'a fait croire que j'étais ou ce que moi, j'ai cru que j'étais, je vais commencer à me rendre compte que derrière tout ça, quand j'enlève les couches des limitations et des croyances limitatives que j'ai pu développer, j'accède à quelque chose de plus grand que moi. Plus grand que moi dans le sens que je reconnais ma lumière. Reconnais ma lumière. Et ça me ramène évidemment à cette notion de champ d'énergie. Plus je suis dans ma lumière, plus j'incarne qui je suis vraiment, plus je dévoile finalement ma réelle identité, ma réelle expression de moi-même. Et ça touche un peu cette notion de famille d'âme que j'ai développée dans ce livre-là. Donc, famille d'âme veut dire quoi? Ça veut donc dire que on a tous à quelque part une expression lumineuse qui est en soi, et cette expression lumineuse, lorsqu'elle se déploie dans sa pleine lumière, ben on est libéré à quelque part des croyances limitatives qui proviennent de notre histoire de vie, mais qui proviennent également de la société, bien sûr, des mémoires d'autres vies aussi, tout ça. Mais évidemment, on comprend ici que la société, elle a une capacité à nous formater en quelque sorte. Donc, c'est important que notre conscience soit éveillée pour justement être capable d'accueillir justement ce qui vient de l'extérieur quand c'est juste de l'accueillir, puis quand ça l'est moins, bien d'apprendre justement à se protéger pour éviter d'être contaminé par l'influence extérieure, puisque l'influence extérieure peut être positive comme elle peut être moins positive, bien sûr. Ça, on l'avait tous compris, je pense. Donc ça, c'était donc d'autres pouvoirs que je crois qui sont intéressants à comprendre. Puis vous l'avez compris, vous pouvez me dire, mais comment va-t-on faire pour développer cela? Je pense qu'effectivement, dans le langage intuitif, bien évidemment, on va le voir un petit peu à la fin, je vais vous revenir là-dessus. La déprogrammation, je vais vous revenir, vous allez voir que c'est très relié l'un à l'autre et on amène la notion de soins, comme les soins énergétiques, dans la pratique de la pleine conscience intuitive et je vais y revenir peut-être à la toute fin. Il y a une question qui m'a été posée concernant la méditation. Attends, je vais juste revenir sur la question parce que j'ai vu passer, mais je l'ai manqué. Donc, dirais-tu que dédier nos méditations orienterait notre champ d'intention vers quelqu'un ou une cause particulière? Oui, absolument, bien sûr que oui. D'ailleurs, on peut effectivement, il y a plusieurs façons de faire de la méditation. Puis c'est certain que si moi, par exemple, j'ai une volonté. Ben, il y a d'ailleurs des méditations qui sont basées sur la compassion, où on va avoir une méditation, on va méditer sur quelqu'un qui on a un conflit, par exemple, et on va faire une méditation pour avoir de la compassion vers la personne. Vous voyez, ça, c'est une façon, entre autres, d'explorer la méditation, parce que la méditation, effectivement, on peut l'utiliser de plein de façons, avec des thèmes bien différents pour accéder à quelque chose. Moi, ce que je dirais, évidemment, c'est que quand on veut reconnaître justement cette idée qu'on est un système ouvert, ben, ça veut dire qu'un système ouvert signifie que moi, je peux émettre quelque chose et que l'extérieur peut émettre quelque chose aussi. Et quand je dis l'extérieur, c'est-à-dire que moi, je peux émettre de ma tête quelque chose dans un état méditatif, mais mon corps, lui, peut émettre quelque chose qui va à l'encontre de ce que je vais émettre. Ce que je veux faire comprendre, c'est pour ça que pour moi, la pleine conscience intuitive est si importante,
parce qu'elle me permet justement de développer une pleine conscience de ce qui se passe en moi et de reconnaître que ce que je suis n'est pas simplement ce que je veux. Vous voyez, je veux, par exemple, méditer, mais je suis même, en même temps, quelque part, quelque chose de plus vaste que ça. Et il y a des parties de moi qui pourraient aller à l'encontre de ça. Donc, l'apprentissage de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à reconnaître cette réalité-là plus globale, je dirais. Mais bien sûr qu'on peut, donc, dans la méditation, on peut vraiment s'amuser justement à se libérer. Hein. Notre conscience, elle peut se libérer à quelque part de tous les dogmes reliés à la matière pour se rendre compte effectivement qu'on a accès à quelque chose de beaucoup plus vaste. On peut voyager d'une façon infinie. On va le voir un petit peu dans le prochain volet que j'avais envie de vous présenter également, qui est le voyage astral et les annales akashiques. Encore là, comme super pouvoir, c'est intéressant de se rappeler que la conscience peut se déplacer dans l'univers superlumineux. Ça veut dire quoi, l'univers superlumineux? Ça veut dire, d'une part, que moi, je peux voyager dans mon histoire de vie. Alors, mon histoire de vie, mais ça peut être donc de finalement remonter jusqu'à la naissance et même jusqu'à la procréation, jusqu'à la conception, hein, jusqu'à le spermatozoïde a rencontré l'ovule. On peut remonter jusque-là si on le souhaite. Donc, par la conscience, je peux voyager dans le passé pour finalement décortiquer mon passé, pour arriver à mieux le comprendre, à mieux cerner, à mieux m'ouvrir à tout ce qu'il y a plus de vivre dans cette histoire-là de mon histoire de vie. On peut évidemment donc apprendre à travers cela, par le langage intuitif, à comprendre les messages que le corps souhaite nous communiquer, puis on peut apprendre évidemment par la déprogrammation, par les soins, donc de favoriser une plus grande harmonie, une plus grande paix, un plus grand équilibre à travers tout ce voyage-là que l'on peut faire. On peut également voyager dans notre histoire familiale. On peut aller voir nos parents, même s'ils ne sont plus vivants. On peut aller explorer la relation que l'on a avec eux. On peut explorer l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, et ainsi de suite. On peut remonter. On peut faire des voyages aussi dans l'idée, quelque part, que dans ces voyages-là, pourquoi on va faire ça? C'est parce qu'on va constater que ces voyages-là vont nous amener souvent à révéler des informations qui vont nous permettre justement de développer une plus grande connaissance de soi et aussi une plus grande libération de soi. Et quand on fait un travail sur les mémoires familiales, on peut constater qu'elles peuvent avoir un impact sur la famille aussi, sur nos frères, nos sœurs, etc. On peut constater que le travail que l'on fait sur les structures familiales peuvent avoir un impact sur les membres de la famille également. Donc, c'est quand même très intéressant à se le rappeler. On peut également aussi, à travers ces voyages-là, finalement découvrir quelque part que moi, en tant qu'être humain, je suis en relation avec l'histoire de l'humanité. Alors, on pourrait parler des vies antérieures ici. Moi, je veux plutôt vous parler de l'histoire de l'humanité parce que pour moi, l'histoire de l'humanité, elle est encore plus intéressante d'une certaine façon parce qu'elle me fait comprendre que moi, en tant qu'être humain, je peux raisonner avec l'histoire de l'humanité et me limiter, en fin de compte, à des expériences qui vont nourrir quelque part un état lequel je me suis identifié. Par exemple, je me sens victime et évidemment, je peux raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont finalement nourrir cette expérience de victime que j'ai vécue et vont me garder dans cet état-là. Donc, en étant encore là conscient de ça, mais je peux voyager dans ces mémoires d'autres vies-là pour apprendre le message qu'elles ont à me donner. Il y a donc une résonance, ça veut donc dire que je suis en lien émotionnel avec ces mémoires d'autres vies-là et je peux déprogrammer, leur donner tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles se libèrent de moi, pour que moi, je me libère de ces mémoires d'autres vies-là et que je puisse donc rétablir un état de fluidité et d'harmonie avec mon être. Donc, vous comprenez que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait dans l'idée d'un voyage que l'on peut faire en soi. Puis évidemment, on peut le faire aussi sur un partenaire de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut aller voir son histoire personnelle, on peut aller voir son histoire familiale, on peut aller voir les mémoires d'autres vies de la même façon. Et comment va-t-on faire ça? Ben, c'est qu'on comprend finalement que la conscience, quand on a une intention claire, ben, elle nous amène là où est-ce qu'on va aller. Ben, si je vais aller voir l'expérience de 5 ans, ben, je vais aller voir l'expérience de 5 ans, et ainsi de suite. L'intention me permet de comprendre que je peux voyager dans l'instantanéité, où je dois aller, où est-ce que j'ai envie d'aller pour pouvoir cheminer dans mon expérience. Donc, vous voyez que ça ouvre la porte, évidemment, à énormément de possibilités, puisque si je dis que je peux voyager dans l'histoire de l'humanité, ça veut donc dire que je suis capable d'accéder à ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques. Les annales akashiques, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, c'est la bibliothèque humaine. La bibliothèque humaine qui, en plus, dans ma définition, elle est animée par une sagesse, par une intelligence qui va me permettre justement non seulement d'accéder à la connaissance qui existe depuis le début des temps, mais aussi l'opportunité justement de pouvoir se libérer d'une façon encore plus profonde
de toute cette histoire-là, parce que justement, il va y avoir une forme d'intelligence, de sagesse qui va m'accompagner dans le processus. Parce que c'est ça, finalement, qui est assez fascinant quand on découvre le langage intuitif. On découvre que le langage intuitif est animé d'une sagesse et d'une intelligence qui a pour objectif de nous amener à une forme de réunification, à une forme de paix intérieure et à une forme de pardon. J'aborde le pardon parce que justement, il y a une question qui m'est posée sur l'Ho'oponopono. À chaque fois, je ne le dirai pas, mais l'Ho'oponopono. Attends, là, vous allez voir le nom. Attendez un petit instant, on va y arriver. L'Ho'oponopono, merci. Donc voilà, vois-tu un lien avec l'Ho'oponopono? Alors, ce que je dirais par rapport à ça, on vit, et ça c'est quelque chose que je vais dire qui pourrait déplaire, mais bon, je vais le dire quand même, c'est qu'on vit dans un ère où on a tendance, malheureusement, à développer ce que moi j'appelle des recettes. Et des recettes, c'est super. C'est super, mais en même temps, ça ne favorise pas ce que moi j'appelle la pleine conscience. La pleine conscience, je n'ai pas la prétention d'être pleinement conscient. Moi, je travaille avec un certain super pouvoir, mais je suis conscient quelque part que je suis un être humain. Mais je suis conscient quelque part que l'humanité, elle tend à s'améliorer, puis elle tend à se développer, puis elle doit devenir consciente d'une chose, c'est que développer une pleine conscience intuitive, c'est être capable justement de se libérer en quelque part de ce que moi j'appelle ces recettes. Les recettes finalement qui font que l'être humain devient finalement un peu comme une mécanique. Hein, j'applique des recettes, c'est bien des recettes, mais ça ne favorise pas la conscience. La conscience. Maintenant, ceci dit, une genre de pratique comme celle-là, certainement que j'en vois un lien. Quand j'ai suivi des formations avec un guérisseur qui s'appelle Ron Young, il y avait une pratique qui m'avait beaucoup plu, qui m'a toujours plu, que j'enseigne encore beaucoup aujourd'hui, que j'ai approfondi et travaillé, que j'appelle la technique de réunification. Et cette technique de réunification, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est qu'elle nous enseigne finalement l'idée qu'on est tous en conflit avec nous-mêmes à des degrés plus ou moins importants et que la nature du conflit fait qu'on se dissocie de certaines énergies. Et quand on cherche à faire un travail de conscientisation pour se réunifier avec ces énergies-là, bien, inévitablement, on doit arriver à cette étape du pardon. Parce que si je suis en conflit avec quelque chose en moi et que je comprends qu'il y a un message qui est là, qui veut me dire, mais arrête de te battre avec ça parce que finalement, je suis de ton bord, arrête de vouloir rejeter la blessure qui est là ou l'émotion qui est là, parce que tu en as peur, puis parce que quelque part, je ne suis pas contre toi, mais je suis avec toi, mais il faut t'apprendre justement à l'accepter. C'est tout le concept du pardon qui se fait à travers cela. Et ce pardon-là est quelque part quelque chose d'intéressant parce que souvent, j'ai vu souvent des gens me dire, ah oui, moi, je suis prêt à pardonner à quelqu'un, mais finalement, quand on pratiquait ce genre d'exercice-là, on constatait que la personne, à quelque part, avait beau consciemment vouloir pardonner, il y avait dans ses cellules des problèmes émotionnels, des blocages émotionnels qui empêchaient cette notion de pardon à se faire. Ceci dit, c'est une technique qui peut être très efficace, c'est une technique évidemment qui peut être très intéressante, mais évidemment, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que dans la pleine conscience intuitive, l'objectif, évidemment, va souvent permettre un approfondissement plus important de cette notion de pardon, puisqu'elle nous permet justement de se rendre compte à quelque part que dans nos cellules de notre corps, il y a des dimensions de notre corps, des régions de notre corps qui peuvent être en conflit et que si on ne prend pas conscience de ça, bien évidemment, on peut avoir une bonne intention de faire des choses consciemment, mais des facettes de nous qui ne nous suivent pas. Et c'est là, quelque part, c'est important, tout ce que je disais tantôt, même au niveau de l'enracinement, de rétablir finalement ce sentiment d'unité avec nous-mêmes. Donc, ça, c'était pour un autre élément. L'autre chose que j'ai envie de parler, c'est du futur. Hein, quand on parle d'un akashique, bien évidemment, c'est une mise en relation avec cette notion du futur. La physique quantique, elle nous fait bien comprendre aujourd'hui que notre cerveau, bien, c'est un cerveau délocalisé, c'est-à-dire qu'il est partout dans notre champ énergétique et que dans ce cerveau délocalisé-là, il se trouve notre passé, notre présent et notre futur. Mais notre futur, en physique, c'est présenté comment? C'est présenté comme des probabilités. Ça veut donc dire que plus je suis figé dans mon passé, plus mes probabilités au niveau du futur vont être moins élevées parce que je vais être complètement prisonnier de mon passé. Donc, le travail de comprendre quelque part, créer ce futur, c'est de créer quelque part un futur dans lequel on va faire la paix avec son passé le plus possible pour se donner l'opportunité d'élargir notre palette de couleurs concernant notre futur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi à se rappeler en termes de super pouvoir. On a la capacité justement de créer notre futur. Encore faut-il être capable justement de se dégager de tout ce passé-là quelque part qui peut des fois nous bousiller la vie en quelque sorte.
L'autre chose, c'est les voyages astrales. Alors, les voyages astraux plutôt, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que justement, on a cette espèce de fascination, encore une fois, face à ça. Et ce que j'avais envie de vous dire concernant ça, c'est que les voyages astraux, c'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de reconnaître que je suis fait de chair et d'os et que ma conscience peut se déplacer. Elle peut se déplacer, c'est-à-dire que je peux rester couché sur un lit, par exemple, et ma conscience peut voyager dans la pièce, tout simplement, et je peux donc accéder à des réalités qui sont présentes dans cet espace-là, et je peux évidemment sortir de la pièce et pouvoir finalement me mettre en communication avec un arbre qui est près de ma maison, par exemple. Je peux me mettre en relation avec un autre être humain. Je peux aller dans son appartement, dans son espace pour aller découvrir autre chose, et ainsi de suite. Je vais vous faire comprendre encore une fois que le modèle, à quelque part, que nous, on a longtemps cru, qui était le fait qu'on était fait de chair et d'os, a été un modèle de limitation absolue qui a fait que l'être humain n'a pas pu reconnaître sa grandeur. À partir du moment où je reconnais ma grandeur, je reconnais que je fais partie d'un tout plus vaste et que ce tout plus vaste me relie à un Dieu. Quelle que soit l'appellation du Dieu en question, pour moi, de Dieu, c'est comme une forme d'intelligence. Et cette intelligence-là, avec le grand I, elle nous confronte à quelque part à accueillir l'idée que l'on fait partie de cette intelligence-là, qu'on fait partie de ce grand tout-là, et qu'il nous faut sans doute aujourd'hui apprendre à mieux l'accepter, à plus accepter justement cette idée que l'on est animé par cette grandeur-là, chacun d'entre nous, quel que nous soyons. Hein, il n'y a pas de gens qui n'ont pas accès à ça, c'est tout le monde qui a accès à ça. Et je pense que c'est important, évidemment, de le reconnaître, surtout à l'ère où est-ce qu'on est aujourd'hui, dans lequel on est en train de vouloir nous vendre de plus en plus que l'être humain a une technologie exceptionnelle. On peut changer les graines du sol pour la nature, on peut faire des mutations, on peut faire des transformations, on peut changer le monde, on peut changer un homme à une femme à un homme, on peut maintenant mettre des prothèses mécaniques qui vont faire que des hommes vont donner des surhommes, etc. On est en train de vous vendre un peu cette salade-là, qui est pour moi, quelque part, une salade qui est complètement anti-vie, avec le grand V. C'est-à-dire simplement qu'on est en train de se transformer en des Frankenstein qui veulent justement créer des mutations sans tout savoir avec quoi on joue, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le monde. Parce qu'évidemment, en faisant ces actions-là, je pense qu'on est en train de mettre le doigt dans l'engrenage de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas Dieu, tout simplement. Et je pense que c'est important, évidemment, donc, d'être attentif à ça. L'autre super pouvoir que j'avais envie de vous parler, c'est communiquer avec les personnes décédées. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent fascinant pour les gens. Et ce que je vous dirais, évidemment, c'est que dans le monde de la pleine conscience intuitive, communiquer avec les personnes décédées, c'est un peu le même concept que de communiquer avec des mémoires. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même chose. Hein? Les personnes décédées, c'est des vraies personnes. Ah oui? Moi, je pensais qu'elles étaient décédées, ces personnes-là. Alors, si elles sont décédées, on doit reconnaître qu'elles se manifestent différemment que lorsqu'elles étaient vivantes dans le monde terrestre. Et moi, ce que j'ai constaté, je me rappelle une fois où ma mère est décédée à une certaine époque, et puis j'avais pas pu aller à la cérémonie pour toutes sortes de raisons, et j'ai dû faire un soin à distance sur ma mère. Et j'ai constaté que quand je faisais le soin à distance, je voyageais dans différents niveaux de conscience, et j'ai constaté que ma mère s'exprimait dans chacun des niveaux de conscience différemment, selon son niveau de conscience, selon l'expérience qu'elle vivait. C'est comme s'il y avait des états émotionnels qui étaient morcelés chez elle. Et j'avais cherché donc à faire un travail pour aider ma mère à se libérer de tous ces éléments morcelés. Alors, quand on parle du travail du passeur d'âme, pour moi, c'est un peu ça. Passeur d'âme, c'est libérer un être qui est décédé, qui a de la difficulté à quitter le monde des vivants. Et je pense que chacun d'entre nous, à quelque part, il y a une partie de nous qui décède, bien sûr, et qui atteint une certaine lumière, mais il y a beaucoup d'expériences mémorielles de l'être humain que nous avons été qui se retrouvent dans cet univers, justement, psychique, et on peut apprendre, donc, évidemment, de ces parties morcelées-là, on peut comprendre ce qu'est cette personne-là, qu'était ma mère, par exemple. On peut mieux la comprendre, on peut comprendre également les états, les conflits ou les dualités qui pouvaient exister chez elle, et donc de faire un travail pour favoriser ce sentiment d'unité-là, pour la libérer, en fin de compte, véritablement, et lui donner l'accès à ce que j'appellerais, moi, l'unité. À l'unité, c'est quelque chose qui n'est pas très à la mode, parce que ça veut dire que l'être humain, il y a une voie à suivre, c'est la voie de l'unité. L'unité, c'est de perdre conscience pour se fondre dans la lumière. Alors,
moi, c'est un peu le sentiment que j'ai à travers les lectures intuitives que j'ai faites, parce que je travaille beaucoup avec des personnes décédées, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui étaient mourants, etc. Et j'ai souvent eu cette espèce d'impression qu'effectivement, qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était dans dans le processus qu'on avait à vivre en tant qu'humain. Évidemment, je n'ai pas la sagesse de tout savoir, hein, je vous dis simplement ce que j'ai pu observer à travers cela. Donc, travailler avec les personnes décédées, mais c'est souvent travailler donc avec plusieurs états de conscience d'une personne décédée. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Puis que dans ce sens-là, on peut aider cette personne décédée-là, justement, en travaillant sur ces mémoires-là, de favoriser son unité, sa libération et de permettre justement cette forme d'unité, quelque part, à pouvoir prendre forme à travers ce chemin-là. Donc, un des derniers super pouvoirs que j'avais envie de vous parler maintenant, c'est l'alignement à l'âme. L'alignement à l'âme, c'est cette capacité que dans la pleine conscience intuitive que j'ai développée avec le temps de constater qu'on peut, rétablir l'alignement de l'âme. L'âme, c'est l'énergie, c'est la lumière, finalement, dans laquelle il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de mémoire. Et la lumière, ben, quelque part, elle est en interaction avec le corps physique. Entre les deux, ben, il y a des états de conscience qui sont là, des niveaux de conscience qui sont là. Et évidemment, l'objectif de l'alignement de l'âme, c'est de faire en sorte que l'énergie de l'âme puisse circuler librement jusqu'au corps physique et du corps physique, elle puisse circuler librement jusqu'à l'âme et qu'il y ait un sentiment d'alignement qui puisse en résulter. Et cet alignement-là, évidemment, quelquefois, ben, il est perturbé par des croyances, des limitations, par des perturbations énergétiques au niveau de la santé, par des perturbations au niveau émotionnel, des perturbations au niveau mental, des mémoires d'autres vies. Et c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire à travers ce processus-là, d'apprendre donc à favoriser une harmonie, un alignement le plus équilibré, le plus harmonieux possible entre le corps terrestre et donc l'expression de l'âme. Et ça aussi, c'est un super pouvoir qu'on a tous habilité à faire, dans le sens qu'on doit apprendre simplement à reconnaître ces états de conscience-là. Donc, on pourrait en parler théoriquement, hein, comme je le fais présentement, mais on peut en parler aussi expérientiellement. Expérientiellement, ça veut donc dire de prendre le temps de vivre ce genre d'exercice-là pour être capable donc de comprendre effectivement que ce pouvoir-là existe véritablement en tant qu'être humain. On peut tous y accéder. Ça demande évidemment de la pratique, ça demande un entraînement, ça demande de comprendre une méthode, mais c'est quelque chose de possible. Donc voilà, c'était un petit peu ma présentation que j'avais envie de faire avec vous concernant cela. L'étape qui me reste, c'est de vous présenter un peu plus la pleine conscience intuitive. Mais d'abord, peut-être auriez-vous des questions sur cette première étape là, de la conférence. S'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit par le chat ou bien par le micro, simplement m'informer que vous souhaitez utiliser le micro pour pouvoir communiquer. Moi, je vais simplement poursuivre. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, je vais simplement continuer. S'il y en a, ben, on prendra le temps d'y répondre. Donc, la conclusion de la conférence, c'est un petit peu de vous présenter la pleine conscience intuitive, qui est finalement tout ce que je viens de vous présenter. Je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on est donc animé en tant qu'être humain par des super pouvoirs. Ces super pouvoirs-là ont été inhibés depuis le début des temps parce que justement, on peut envisager que les croyances humaines ont empêché ce pouvoir finalement spirituel à se développer parce que justement, c'est un pouvoir spirituel qui faisait peur et qui nous met en contact avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, et c'est pour cette raison-là que les religions ont souvent empêché hein, cette propagation-là, parce que quelque part, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. L'être humain ne contrôle pas ça, hein, c'est comme quelque chose de plus grand que soi. Donc, je pense que le temps aujourd'hui est certainement plus venu pour cela. Il y a une question qui m'est posée. Comment se libérer du karma? C'est une maudite bonne question. Je remercie la personne qui la pose. Alors, c'est une question, quelque part, qui repose justement sur comment se libérer de nos croyances. Parce que le karma, finalement, c'est beaucoup, quelque part, une identification que j'ai effectuée en tant qu'être humain à travers donc tout le processus de mon développement qui font que je suis inhibé par la volonté que j'ai d'accéder à quelque part à mon essence fondamentale. Et le karma, c'est l'ombre, pourrait-on dire, qui fait que la lumière que je suis ne peut pas se manifester, ne peut pas s'incarner. Alors, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, se libérer du karma, quelque part, ça va se passer par la connaissance de soi, hein, donc être capable de découvrir mon langage intérieur, qui va me mettre en contact justement avec les blessures émotionnelles qui peuvent être en moi, qui peuvent être en relation aussi avec des croyances qui m'ont animé, et d'apprendre donc justement
à m'accompagner pour être capable de justement me déprogrammer, me libérer, ne plus être justement figé dans mon espace interne, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important à comprendre, c'est que plus je suis figé, plus je ne peux pas accéder à ma libération. Plus moins je suis figé, plus je suis capable donc de jouer avec mon organisation énergétique. On le fait avec l'épigénétique, entre autres. On peut jouer sur les gènes parce que justement, plus je suis dégagé de tous les éléments qui me limite dans mon champ de conscience, plus je suis capable donc de réorganiser ma situation énergétique d'une façon de plus en plus saine et de plus en plus positive. Et dans ce sens-là, bien évidemment, cette idée de se libérer du karma va se faire à travers cela. Quand je suivais des formations avec les guérisseurs, on pouvait travailler sur le karma en faisant des soins énergétiques, en se mettant en groupe, on travaillait sur une personne au centre et on la libérait de certain nombre de choses. Et on partait du principe qu'on la libérait d'un certain karma. Je sais par expérience, moi, à travers le temps, que se libérer du karma n'est pas une chose simple, n'est pas une chose facile, mais quelque part, l'idée principale, c'est de renouer contact avec le présent et de renouer contact avec cette capacité que j'ai de m'accompagner pour que justement ce présent soit de plus en plus en harmonie avec l'être que je suis. Donc, l'objectif de se libérer du karma est un objectif, mais dans l'expérience, dans l'expérimentation de la vie pratique, il est préférable de se dire, ben, moi, je veux être heureux. Et comment je peux être heureux de plus en plus? Ben, c'est en développant justement cette conscience de moi-même qui va faire que je vais me sentir de plus en plus en harmonie avec l'être que je suis et que plus je suis en harmonie, mais plus évidemment, je vais progressivement me dégager, me libérer à quelque part des armures que j'ai pu construire à mon insu et qui m'empêchent de pouvoir exister comme je le souhaite. Et c'est là que le karma va être fait. Ce qui est intéressant de comprendre par rapport au karma aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui nous amènent à nous dire est-ce que le karma, c'est quelque chose qui ne s'est pas développé comme un concept mental, un concept émotionnel, un concept qui nous gardait dans une forme de passivité. Hein, t'es vraiment malchanceux, t'es né dans une famille pauvre, t'es né avec une situation comme celle-là, ça sera ça ta vie, et voilà, et voilà, et voilà. Et on restait dans cette position où il y avait une continuité jusqu'à la fin de nos jours, on ne pouvait rien changer. Ça me rappelle l'épigénétique. Il n'y a pas si longtemps, on parlait du bagage génétique comme étant quelque chose de figé aussi. Et on comprend aujourd'hui qu'il est possible de changer ça. Ça demande évidemment que des prises de conscience soient faites et qu'un nouveau regard sur notre vie soit effectué aussi. Donc, j'en parle parce que ça veut donc dire que le karma, on peut envisager évidemment qu'il est possible de vraiment changer notre karma, mais ça demande évidemment d'activer tous nos super pouvoirs, pourrait-on dire, pour être capable de plus facilement se dégager de cela. Mais comme je disais, c'est un processus à quelque part. On pourrait toujours arriver avec des recettes. Ah oui, moi j'ai une recette pour te libérer du karma, mais moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis là, puis les recettes, à quelque part, elles se font à travers justement cet accompagnement. C'est ça à laquelle je crois le plus pour arriver à se libérer de ça. Bien sûr qu'il y a plein de soins, les soins énergétiques, il y a plein de choses qui peuvent favoriser le dégagement, la libération, mais c'est avant tout des prises de conscience et tout ça qui vont nous amener à ce processus-là qui est celui qui est demandé par rapport à cette notion du karma. Et je crois aussi que la première chose, c'est simplement dire je voudrais me libérer de mon karma, c'est déjà en soi reconnaître qu'on a un karma. Et je pense que la première chose qu'on doit commencer à reconnaître aujourd'hui, c'est que le super pouvoir que l'on a nous permet de nous libérer de tout. Et qu'on doit partir de ce principe-là, tout en accueillant évidemment nos imperfections, nos limitations. Mais on a le pouvoir justement de tout se libérer de tout. Et ça, je pense que ça fait partie également aussi d'un modèle qu'on doit avoir en tête, de se dire, ben oui, on peut effectivement accéder à un chemin qui est un chemin de plus en plus harmonieux, de plus en plus équilibré. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête, tout en reconnaissant la réalité, bien sûr. Mais on doit commencer à se rendre compte que nos croyances nous ont énormément limités en tant qu'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, les croyances religieuses et tout ça, on nous ont énormément limités et qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte effectivement que l'être humain a beaucoup plus de possibilités qu'il ne l'avait imaginé et que ces possibilités-là, pour qu'elles puissent prendre forme, ben, il faut commencer à y croire, tout simplement. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à cette question-là. En cas d'amnésie traumatique due à un traumatisme, attendons, là, parce que là, c'est une question qui est un peu plus longue. En cas d'amnésie traumatique dû à un trauma datant de l'enfance, comment se libérer du traumatisme, de la blessure? Doit-on s'en libérer même si l'inconscient verrouillé? Ben là, évidemment, c'est une question qui est sans doute un peu personnelle, un peu complexe aussi à répondre comme ça. Mais je dirais ça comme ceci, c'est que toute forme de traumatisme, OK,
quelque part, elle est engrammée dans le corps. Donc, entreprendre une démarche avec une personne, finalement, qui est en mesure de voir le champ énergétique va permettre justement de commencer à travailler sur cette charge émotionnelle-là. Puis l'idée, évidemment, de ça, c'est que c'est pas parce qu'on a une amnésie qu'on ne peut pas travailler dessus. Hein, on peut très bien reconnaître à quelque part que l'amnésie traumatique, ce que tu appelles l'amnésie traumatique, est en elle-même un traumatisme. Et que dans ce sens-là, reconnaître justement l'amnésie, c'est une porte d'entrée pour accéder justement à une lecture intuitive plus élaborée qui va faire qu'on va être capable de progressivement se dégager de ça, puis de s'en libérer. Hein, parce qu'évidemment, vous voyez comment notre mental fonctionne. Hein, le mot karma, c'est un concept. Le mot amnésie, traumatique, c'est un concept. Ces concepts-là servent justement à notre mental à se justifier et à se garder verrouillé dans le processus de c'est une amnésie traumatique, donc on ne peut pas accéder, je ne pourrais pas y accéder. Vous voyez, alors que quand on commence à regarder justement le pouvoir, les super-pouvoirs, on commence à reconnaître justement que les super-pouvoirs peuvent nous donner accès à quelque chose. Ce quelque chose ne sera peut-être pas la clé absolue de tout, mais avec le temps, on peut certainement concevoir que ça va nous amener progressivement à une libération. Et dans ce sens-là, il faut accepter justement cette idée de vivre dans l'instant présent et de s'accompagner dans l'instant présent pour cheminer sans idées préconçues, sans croyances limitatives. C'est ça que je répondrais par rapport à ça. Donc, pour revenir sur la pleine conscience intuitive, bien évidemment, vous l'avez compris que la lecture intuitive, déprogrammation et soins, c'est les trois volets qui se répercutent dans la pleine conscience intuitive. Et ces trois volets-là, quelque part, se font dans un processus naturel, c'est-à-dire je prends le temps d'observer le champ énergétique d'une personne, je questionne ce que j'observe, je l'observe. À partir du moment que j'ai terminé l'observation, je déprogramme. À partir du moment que j'ai déprogrammé, je peux revenir vers un questionnement parce que de nouvelles informations peuvent se manifester. Je peux soigner. En soignant, j'observe des nouvelles réactions ou des nouvelles informations qui se manifestent. Donc, je peux faire des lectures intuitives, des programmations et soins. Vous voyez, c'est toujours un peu le processus des trois ensemble qui vont faire qu'on va comme gratter en quelque sorte l'information pour accéder au langage intuitif qui devienne de plus en plus déployé, de plus en plus riche, de plus en plus libre aussi, puisqu'on a compris que plus on a une information libre, plus évidemment on a accès donc à ce moment-là à quelque chose qui s'est libéré, qui s'est dégagé d'une charge limitative qui pouvait être présente. C'est un peu ça, donc, l'idée de la pleine conscience intuitive. Et il y a donc des programmes d'enseignement. Si vous regardez dans le chat, je pense que vous allez voir qu'il y a un message, un lien qui vous permet d'accéder donc à un programme d'information sur lecture intuitive et soins de la spirale évolutive qui vous donne l'opportunité de découvrir trois volets de pratique sur la pleine conscience intuitive qui tournent autour des chakras dans ces trois volets-là et qui peuvent être des façons de développer vos super pouvoirs, évidemment, et donc des questions que vous pourriez avoir. Donc, vous avez également un deuxième lien dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'ai un 15 minutes avec vous que je peux vous faire expérimenter gratuitement, en fin de compte, hein, ce 15 minutes-là. Puis, on peut répondre intuitivement à des informations. Je peux répondre aussi à des questions sur les problèmes de formation que vous pourriez avoir. Il y a un 20 de remise d'ici lundi prochain, donc sur les formations, si vous êtes intéressé. Donc, ça vous dit. Puis, 20 de remise sur les consultations aussi. Donc, c'est au lieu des 75 €, ça revient donc à 60 et pour le Canada, c'est 80 $ au lieu de 100 $. Donc voilà. Donc vous allez jusqu'à lundi si vous êtes intéressé, vous communiquez avec moi, puis je regarde ça. Mais vous avez l'opportunité également de prendre rendez-vous avec moi gratuitement pour 15 minutes dans les liens que vous avez dans le chat également. Donc, on est maintenant arrivé à l'étape de la démonstration que Dominique vous avait promis. Alors, la démonstration, finalement, c'est quelqu'un dans la pièce, dans la salle plutôt, avec lequel je suis en interrelation et je vous dis un peu qu'est-ce que je fais les trois étapes que je viens de vous décrire, donc lecture intuitive, déprogrammation et soins, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne concrètement, ces super pouvoirs-là. Donc, voilà, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait envie que je lui fasse expérimenter la chose? Donc, oui, si tu regardes, si tu remontes complètement en haut du chat, tu vas retrouver les deux liens que j'ai nommés, celui sur la formation, la proposition de formation et le premier sur le coaching, consulting, donc 15 minutes gratuit. Donc, ça avait les liens au tout début du chat, si vous avez envie de jeter un coup d'œil. Voilà. Et puis pour maintenant, excusez-moi, je juste voir, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie que je lui fasse une expérimentation de la pleine conscience intuitive? Ne soyez pas timide. Alors, c'est une expérience à ne pas rater. Hein. Prenez-la.
ce qu'on aurait pu faire, ben, OK, voilà, OK, bonjour, je le veux bien, en particulier un point sur mon épaule qui, pour moi, est un blocage karmique. Alors, ça, c'est donc je pense que c'est pas. Alors, donc, Estelle, d'accord, Estelle, OK. On va partir donc dans ton épaule pour commencer. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu dis pour moi, c'est un blocage karmique. C'est intéressant, le pour toi est un blocage karmique. Moi, je vais partir vraiment de l'observation. Je ne vais pas partir d'un concept théorique. Tu vois, le blocage karmique, c'est un concept théorique. Là, je vais aller voir, simplement me mettre en relation avec l'épaule et je vais voir qu'est-ce qui est là. L'épaule gauche, droite ou gauche? Pour faire ça correctement, on va le faire comme il faut. Droite. Tu vois, la première chose que je sens de toi, Estelle, c'est de l'épaule. Quand je me mets en relation avec elle, alors comment je fais pour me mettre en relation avec elle? Évidemment, c'est toute cette idée de la conscience qui peut voyager. Hein? Donc, je parle de mon cœur pour voyager vers la région de ton épaule droite. Et ce que j'observe dans un premier temps, c'est comme une coupure dans l'épaule. Premièrement, c'est la première chose que je dirais. Et c'est tout en liaison avec, tu sais, qu'on se fait enlever un pouvoir, justement. Se fait enlever un pouvoir. C'est-à-dire que moi, hein, j'ai le pouvoir de lever mon bras, j'ai le pouvoir, quelque part, de m'affirmer, de pointer du doigt, j'ai le pouvoir, quelque part, de prendre ma place, j'ai le pouvoir d'exister. Et ce qu'on sent dans un premier temps au niveau de l'épaule, c'est justement cette position que moi j'appellerais quelque part d'interdit. L'interdit, c'est que quand on est un enfant, par exemple, on est en droit de dire des choses comme enfant. Puis on peut aussi se faire gronder ou on peut se faire interdire de le faire parce que quelque part, ce n'est pas acceptable dans un contexte familial. Et nous, ben, quelque part, on se prive de ça. Et se priver de ça, moi, ce que je sens, c'est que l'épaule droite est très étroitement reliée avec ton cœur aussi. Et ça monte vers la tête. Et que ça fait, j'ai l'impression, une sévérité envers toi-même. Quelqu'un qui est très sévère, qui est tout le temps en train de s'exiger d'elle-même à quelque part un comportement qu'on pourrait presque dire de perfection. Là, vous voyez, de toujours finalement d'être juste, d'être correct, de se comporter comme il le faut, de vraiment être pleine de lumière, pleine de perfection finalement pour son entourage. C'est ça un petit peu que je sens dans un premier temps. Je ne sais pas comment tu reçois ça, ce que je viens de te dire, Estelle. Alors ça, c'est donc la lecture intuitive. Donc c'est la première étape, c'est donc de prendre conscience de ce qui est là et de le mettre à jour. Alors évidemment, il y a plusieurs étapes qui pourraient s'ajouter à ça, mais ça, c'est la première étape de base. Si tu peux répondre, Estelle, pour qu'on puisse avoir ton avis là-dessus. C'est vrai avec moi-même, c'est certain. Je pense que c'est ça que tu veux dire. C'est vrai avec moi-même, c'est certain. Je suppose que c'est vrai avec moi-même, c'est certain. OK. Non, ça veut dire sévère. Sévère avec toi-même. Merci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, tu vois, là, on pourrait évidemment, c'est comme c'est pas une lecture intuitive, c'est plus une démonstration. Là, je vais faire la deuxième étape. Alors ça, c'était l'étape pour se mettre en relation avec l'information qui est là. Ensuite, la deuxième étape, c'est de chercher à déprogrammer. Donc, de chercher à changer la situation qui est perceptible là et de voir qu'est-ce qui va émerger de ça. C'est ça un peu la deuxième étape qu'on va faire. Donc, je vais demander au corps d'Estelle qu'est-ce qu'elle a de besoin justement pour ne plus être dans cet état de tension que je viens de décrire là. Ça, ce que je sens dans un premier temps, Estelle, par rapport à la déprogrammation, ce qui est curieux, c'est je veux me foutre du monde. Donc, ce qu'elle me demande, l'Estelle de l'épaule, c'est de se libérer de ce regard extérieur qui est là. Un peu comme si, à quelque part, quand je dis se foutre du monde, hein, c'est un peu comme se dire, je suis tellement, j'ai juste à quelque part dedans de moi de la colère, de la frustration et du mécontentement de devoir me soumettre à tous et chacun. Les gens ne sont pas gentils avec moi, puis moi, je dois être parfaite, puis je dois exiger de moi-même la perfection vis-à-vis de ces gens-là. Je ne suis pas, je vais dire ça de façon exagérée, c'est un peu comme on pourrait dire, je suis conne de penser, de faire ça. Hein, quelque part, si ces gens-là ne se comportent pas adéquatement avec moi, pourquoi moi, je devrais faire tous ces efforts-là? Et j'ai l'impression, finalement, que quand cette notion de déprogrammation, ce qu'elle met en évidence, c'est que derrière ce que j'ai décrit, dans un premier temps, il y a vraiment de la colère, de la frustration, un mécontentement, un sentiment d'injustice aussi.
Et ce sentiment d'injustice entraîne inévitablement donc un changement de comportement aussi. Hein. Je ne peux pas faire semblant que tout est OK quand je sens de l'injustice. Je suis obligé quelque part de reconnaître qu'à l'intérieur de moi-même, il y a une volonté de dire ça suffit. J'ai envie maintenant de me respecter et j'ai envie que les gens me respectent. Et que s'ils ne me respectent pas, moi, quelque part, je vais me protéger, je vais me retirer. Je ne vais pas rester dans l'entourage de ces personnes-là s'ils ne sont pas capables de m'apporter ce que moi, je crois mériter. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Estelle, par rapport à ce que je viens de te dire. Oui, dans la déprogrammation, quand on fait une déprogrammation, souvent, ce que ça va mettre en évidence, c'est ça va faire émerger des comportements ou des énergies à quelque part qui sont plus en accord avec qui on est et qui font que ça nous amène vers une solution aussi à ce niveau-là. Au niveau professionnel, c'est cela. Donc, ça laisse supposer qu'à d'un autre niveau, ça l'est moins, si je comprends bien ce que tu viens de dire à ce sujet-là. Mais évidemment, moi, ce que je te dirais, Estelle, donc au niveau professionnel, c'est cela. Donc, un certain type de comportement que j'ai proposé par rapport à ça. Je vais essayer de voir s'il y a une deuxième étape de déprogrammation qui pourrait être faite. Tu vois, la deuxième étape de déprogrammation, c'est l'espace. Tu as un besoin d'espace. Puis quand l'espace est là, on voit que tu descends dans tes jambes. Et quand tu descends dans tes jambes, tu ne veux plus. C'est un peu comme si tu dirais je veux mon espace et je ne veux pas qu'on m'enlève ce que je suis. Tu sais, m'enlève qui je suis, c'est que quand on est exigeant avec soi-même, quelquefois, on peut tellement être désireux de faire ce qu'il faut pour que les autres soient contents qu'on va finalement en faire trop. Et en faire trop, ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. On est tellement désireux d'être avec l'autre, de faire ce que les autres veulent que l'on fasse, qu'on ne s'appartient plus, puis on n'existe plus finalement, parce qu'on n'est pas dans une connexion avec soi-même. On est dans une connexion dans le désir de répondre à des attentes et des demandes extérieures. Un peu comme un enfant qui veut plaire à son entourage, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu que je ressens beaucoup chez toi, c'est que tu as besoin de retrouver cette identité, ton identité et ta vérité intérieure. Et ça rejoint un peu cette notion de super pouvoir dont j'ai parlé tantôt. Socialement parlant, on est très, très fortement confronté à l'entourage. L'entourage nous met une pression importante pour se conformer à celui-ci. Ça commence avec la famille, puis tout au long de notre vie, on est confronté à la société qui nous demande de devoir respecter des règles, des lois qu'elle nous impose, quelquefois. Et je pense que c'est là qu'on voit quelque part que ta propre couleur à toi, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais permise de se rebeller parce que quelque part, c'est lui est interdit en tant qu'enfant et que quand on commence à interagir avec ton énergie, on voit bien qu'il y a une volonté chez toi de te donner la permission d'incarner davantage cette femme, justement, qui a envie, donc, d'une part, d'espace, qui a envie de se respecter dans son espace, dans son rythme, dans sa volonté de faire des choses pour elle, etc. Et de finalement reconnaître aussi ce que j'appelle l'injustice. L'injustice, c'est des gens qui ne se comportent pas en accord avec ce que toi, tu souhaiterais d'eux. Que ce soit au niveau professionnel ou à d'autres niveaux, c'est à toi d'aller porter l'attention vers cela. Mais c'est certain que c'est ça qu'on sent de la déprogrammation. Donc, je ne sais pas si tu as des commentaires à me donner par rapport à ça, parce que la troisième étape, ça va être le soin qui va finalement conclure l'expérimentation. C'est vraiment cela, j'ai fait un travail sur moi-même. D'accord, d'accord. Tu vois, la dernière étape qui est le soin, c'est que dès que j'essaie d'amener de l'énergie dans tes jambes, dans tes pieds, euh, c'est un peu comme l'idée de dire, par exemple, et je n'accepte plus de ne pas être ce que je suis. C'est très bien, parce qu'on voit évidemment que quand on essaie de rétablir l'énergie dans tes jambes, ce qu'on voit quelque part, c'est vraiment une forme encore là, cette fameuse résistance dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment cette idée de dire, moi, je suis moi, et toi, tu es toi. C'est une question d'identité. Alors, et des fois, il y a des gens qui sont, par exemple, dans une relation amoureuse, je donne cet exemple-là, dans une relation amoureuse, quelquefois, on peut être fusionnel. Fusionnel, c'est pas moi, je suis moi, puis toi, tu es toi. Non, on est tous les deux, on est fusion. Quand on se défusionne, on reconnaît que je suis moi et que tu es toi. Et dans ces conditions-là, quelque part, on est dans une position justement où on n'est plus envahi, on n'est plus intoxiqué par l'autre. On est dans une position où on reconnaît qui on est, puis l'autre, il reconnaît qui il est. Puis dans ces conditions, il y a une forme de zone de partage qui peut en résulter, qui fait qu'on est lié l'un à l'autre parce qu'on a une zone de partage. Mais on n'est pas fusionné.
on est dans une position où on respecte notre différence. Et j'ai quand même l'impression que quand je fais circuler l'énergie entre tes jambes, je sens quelque part cette volonté de te retrouver quelque part dans ton appartenance, dans ton espace, dans ta volonté d'être qui tu es et de ne pas être justement dans l'autre finalement. Et ça, c'est quelque chose qui demande un effort pour toi sans doute parce qu'il y a un deuil qui vient avec ça. Et ce deuil-là, bien évidemment, nécessite évidemment que toi, tu reconnaisses justement, le deuil ne veut pas dire une fin de quelque chose. Hein. Le deuil veut simplement dire que je ne suis plus obligé d'entretenir une relation de la façon que je l'ai faite jusqu'à maintenant. Parce que cette relation-là, quelque part, ne me convient plus. Parce que le fait que je me réapproprie le droit d'exister me donne la permission, justement, de définir de nouveaux critères dans les relations que je peux avoir avec les gens, avec mon entourage, etc., etc. Toi, c'est un peu ça que je dirais par rapport à ça. Je ne sais pas si ce que tu en penses de ce que je viens de te dire, Estelle. Alors, évidemment, donc, le soin que je viens de faire, c'est un soin qui s'est limité aux jambes, hein, parce qu'évidemment, on pourrait comprendre que je pourrais faire un soin qui ferait circuler l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Ce serait beaucoup plus long. Évidemment, c'est une démonstration, comme je disais tout à l'heure, c'est plus pour donner un petit peu un genre de vision d'ensemble de ce que c'est que la pleine conscience intuitive, tout en comprenant évidemment que dans une consultation, ben, ça va être beaucoup plus long. Évidemment, vous l'avez compris. Donc, Estelle me dit oui, c'est bien cela. Donc, évidemment, Estelle, moi, je te dirais, évidemment, là, c'est une expérimentation. J'espère que ça t'a quand même donné des indices de travail, mais vous comprenez évidemment que dans la pleine conscience intuitive, ces fameux super pouvoirs, bien évidemment, on les a appliqués un petit peu. Hein. Je ne vois pas Estelle, je ne la connais pas, je ne sais pas c'est qui. Je fais donc une interaction avec elle avec le médium que j'ai. Donc, j'utilise ma conscience pour me mettre en relation avec elle, qui n'est pas là. On est dans, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, c'est en France ou au Québec. Et je fais donc un travail dans lequel on a pu mettre en évidence un peu cette notion de super pouvoir, dans lequel une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime chaque être humain qui sont en nous. Donc, c'est un peu l'idée de ce que j'avais envie de partager. Donc, je te remercie, Estelle. Si tu as des questions, bien évidemment, ce serait le moment de les poser avant qu'on termine. Donc, je vais laisser le soin à Estelle de me revenir. Merci à toi. Donc, merci à toi aussi, Estelle. Merci d'avoir bien voulu participer à ça. Donc, maintenant, ce que j'avais envie de faire, c'est de faire une conclusion. Alors, comme je dis, je vous rappelle évidemment que jusqu'à lundi, vous bénéficiez de remise de 20 sur les enseignements et les consultations. Si vous avez envie, vous avez les deux liens au tout début du chat qui vous donnent accès donc à ces informations-là. Et pour conclure, donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les super pouvoirs, maintenant, à quoi ça sert, ces super pouvoirs-là? Vous l'avez compris, il ne s'agit pas simplement d'avoir des pouvoirs pour dominer les autres hein, ou pour vouloir profiter des autres, je ne sais quoi, comme on a malheureusement vu beaucoup dans la société jusqu'à maintenant. C'est des super pouvoirs pour finalement reconnaître la grandeur de l'humanité. Reconnaître la grandeur de l'humanité, c'est que reconnaître que chacun d'entre nous, nous avons des habilités, des super pouvoirs qui nous relient à notre divinité, qui nous relient à notre grandeur véritable. Et je pense que c'est certainement un moment propice, en tous les cas, pour commencer justement à se rendre compte de ça et de commencer à chercher à développer cette grandeur-là qu'on a tous en soi. Ça nous permet d'être plus heureux parce que quelque part, devenir plus conscient de cette grandeur-là ben, nous met en contact justement avec les sentiments que nous avons tous une capacité de pouvoir justement se développer, se déployer en tant qu'humanité, qu'on est tous en train de grandir. On est en train de former une collectivité humaine qui est en train d'amener un changement de conscience. Et ce changement de conscience-là se fera dans la mesure que chacun d'entre nous, nous avons cette volonté de collaborer les uns avec les autres pour amener cette transformation-là. Alors, je pense que c'est un élément important. On a le pouvoir de se guérir, de soigner son entourage grâce à cela. Donc, on n'est pas dépendant complètement de, par exemple, la voie médicale, hein, qui, elle, a tendance à s'approprier notre santé, il faut le dire. Et dans ce sens-là, ces pouvoirs-là nous donnent l'opportunité de nous réapproprier un pouvoir sur notre santé. Je pense que c'est important. On a aussi l'opportunité de mieux se connaître, mieux connaître notre entourage grâce à ces super pouvoirs-là. On a l'opportunité de déprogrammer les limitations qui animent notre être par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir de déprogrammation que nous avons exploré. Donc, on libère les mémoires, on nous donne accès à ce moment-là à notre lumière, on renoue contact avec la lumière qui est de plus en plus pure, de plus en plus rayonnante et de plus en plus lumineuse. Donc, je pense que c'est quelque chose de fort intéressant, évidemment, à cerner. Et également, le voyage dans cet univers collectif, hein, on peut s'amuser longtemps, comme on dit, on peut voyager dans notre histoire personnelle, histoire familiale, histoire
de l'humanité à travers ces voyages-là. On peut communiquer avec des guides. Je n'ai pas abordé tellement cette notion-là, mais il faut savoir que les guides, qu'est-ce que c'est? C'est une expression d'intelligence, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux communiquer avec un guide ou pas? C'est cette capacité que j'ai de me relier avec cette forme de sagesse et cette forme d'intelligence-là. Et un guide, ce n'est pas l'apparence qu'on va chercher à reconnaître, c'est davantage, évidemment, son intelligence, sa sagesse. Hein? On n'est pas dans un monde terrestre, dans ce monde subtil-là. On est dans un monde dans lequel on travaille avec la sagesse et l'intelligence qui se manifestent à nous sous forme de messagers. Et ces messagers-là peuvent prendre diverses formes. Il ne faut pas se laisser trop prendre par la forme qui se manifeste à nous, mais plus reconnaître l'intelligence qui anime les formes. Je pense que c'est là qu'on peut arriver à des résultats plus importants. Donc, écoutez, je pense qu'on a pas mal complété, il n'y a pas de questions. Je suis désolé pour ce que tu peux préciser, Sylvain, ce que tu peux préciser, c'est que tu fais une autre conférence le dimanche 16 octobre à 18h. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est une conférence qui aura pour objectif donc d'aborder un petit peu plus ce super pouvoir-là, mais avec un regard justement comment on peut soigner les blessures émotionnelles. Les 7 blessures émotionnelles que je vais vous présenter à ce moment-là, et on regardera quelque part de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut nous aider justement à faire un travail là-dessus. Donc, si ça vous dit, ce sera donc dimanche prochain, en fait, pas dimanche après-demain, mais dimanche dans une semaine. Ça sera un autre rendez-vous. Si ça vous dit, ça me fera plaisir de vous retrouver à ce moment-là. Et il y aura, comme toujours, une petite démonstration à la fin qui concernera un petit peu plus peut-être le domaine des blessures émotionnelles. Vous allez recevoir une invitation de toute façon avec un texte de présentation de la conférence. Donc, si ça vous dit, vous pourrez être parmi nous à ce moment-là. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle fin de journée selon où est-ce que vous vous situez. Et je vous dis donc à très bientôt, peut-être à dimanche dans une semaine. Au revoir.